Alain Milon, vous êtes sénateur LR de Vaucluse. On va regarder ensemble les unes de la presse régionale pour commencer. D'abord, la une de la Dépêche et cette question. Bayrou peut-il tenir après l'échec du conclave sur les retraites? Le Premier ministre fragilisé va faire face à une motion de censure de la gauche. Pourra-t-il la surmonter et tenir jusqu'à la présentation du budget 2026? C'est la question. La deuxième une, c'est celle du Républicain Lorrain. Fête de la musique, les piqûres de l'angoisse. Pour les femmes victimes de piqûres sauvages à la seringue samedi soir, l'angoisse ne fait que commencer en attendant le résultat des dépistages sérologiques. Et puis la dernière une, c'est celle de Corse Matin. Rideau sur les écrans. La ministre de la Santé, Catherine Vautrin, qui a annoncé vouloir interdire l'exposition aux écrans pour les plus petits de la naissance à 3 ans. Cette restriction ne déplaît pas aux parents et aux professionnels de l'enfance. Sur quelle une avez-vous envie de revenir ? Sur toutes. Allez-y. En tout cas, sur les écrans, pour les enfants en particulier, je pense que c'est une excellente chose de vouloir essayer. Je pense que, évidemment, après, ça dépendra beaucoup des familles. Vous êtes médecin, vous ? Oui. Mais de vouloir essayer d'interdire carrément les écrans chez les enfants jusqu'à l'âge de 2-3 ans, au minimum. Et puis ensuite, de surveiller le passage à l'écran. Est-ce qu'il y a de réels effets néfastes ? La façon dont les enfants regardent les écrans, moduler cette façon de regarder les écrans, etc. Parce que ça, de toute façon, ça détruit la personnalité et ça empêche l'enfant de s'adapter à la vie humaine. Parce qu'après, il vit à l'intérieur des écrans et on voit ce que ça donne ensuite au niveau de la vie de tous les jours. Ça, c'est le premier point. L'autre point, les piqûres, c'est quelque chose que... J'avoue, ne pas comprendre qu'on puisse comme ça essayer de faire des piqûres aux gens en introduisant quel produit, on n'en sait rien pour l'instant. Mais rien que le fait de faire la piqûre déjà peut entraîner la formation d'un abcès, puisqu'il n'y a pas d'anesthésie, enfin il n'y a pas de pansement, il n'y a pas de nettoyage de la peau, etc. Donc ça peut entraîner des abcès qui peuvent être considérables et entraîner de gros problèmes de santé. Alors moi je trouve ça un peu lamentable que maintenant... des citoyens, quels qu'ils soient, plus jeunes ou moins jeunes, puissent faire ce genre de choses. C'est complètement irresponsable et ça devrait être, honnêtement, quand ils sont pris sur le fait, condamnés, mais très sévèrement. Et puis, pour ce qui est de M. Bayrou, on est d'accord ou pas d'accord avec M. Bayrou, mais c'est un homme d'expérience. Et honnêtement, quand il a mis en place le conclave, il savait très bien que ça n'arriverait pas à un résultat. Il y a trop pour vous, il savait que c'était voué à l'échec ? Oui. Il y a trop d'intérêt dans toutes ces affaires, entre d'un côté les différents syndicats de patronat, de l'autre côté les différents syndicats de salariés, qui n'ont pas tous d'ailleurs les mêmes buts. Et donc, on a vu la CGTFO qui quittait la Réunion, etc. Quitter la Réunion très vite. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'au Sénat, à l'époque où on a mis en place le texte sur les retraites, je vous rappelle, c'était une loi de financement. Donc ça entraînait quand même des obligations, en particulier constitutionnelles. Mais malgré ces obligations constitutionnelles, René-Paul Savary, qui était le rapporteur ici au Sénat, avait mis en place la pénibilité, en reprenant d'ailleurs essentiellement les mesures de pénibilité qui avaient été prises par le gouvernement socialiste de François Hollande, j'allais dire François Bayrou, de François Hollande. Donc à la rigueur que les socialistes après n'aient pas voté, c'est un peu... Et en reprenant la pénibilité, les carrières longues, on avait fait des choses importantes. Ça a été évidemment écarté par le Conseil constitutionnel, tout simplement parce que c'était une loi de finances et qu'on ne pouvait donc pas mettre ce genre de choses. Maintenant, on en rediscute alors qu'on en a discuté à l'époque. Mais est-ce qu'il existe, vous dites qu'il savait que c'était voué à l'échec, est-ce qu'aujourd'hui il existe une voie de passage, comme le dit ce matin Gérard Larcher, notamment sur les critères de pénibilité? Et la voie de passage, c'est la voie politique. Il faudra qu'à un moment ou à un autre, les politiques prennent leurs décisions. On voit bien que les intérêts des syndicats ne sont pas les mêmes, qui défendent des choses différentes parfois. Et arriver à un accord entre le patronat et les syndicats, on n'y arrivera, à mon avis, jamais complètement la meilleure Donc ça ne servait à rien de réunir hier les partenaires sociaux Si, les réunir pour qu'ils discutent, pour qu'ils puissent parler pendant ce temps-là, que nous, on puisse agir. Mais je veux dire, quelque part, il faut que le politique, à un moment ou à un autre, et Gérard Larcher a raison sur le sujet, la seule voie possible, c'est les discussions entre tout le monde, reprendre l'ensemble des idées et faire une décision politique au bout du compte. Donc ça veut dire quoi ? Refaire revenir le sujet au Parlement ? Oui. Pour vous ? Oui, Même s'il n'y a pas d'accord, il faut un débat au Parlement ? Oui.
Oui, au Sénat. que au Sénat, ça va être compliqué. Non, mais sur Sénat, quoi? Au Sénat, parce qu'au Sénat, on fait un travail sérieux. Je ne dis pas que l'Assemblée nationale ne fait pas de travail sérieux, mais les votes ne sont pas sérieux. Les votes sont partisans. Et à un moment ou à un autre, à l'Assemblée nationale, il n'y a plus de vote dans l'intérêt général de la nation. Il y a des votes partisans dans l'intérêt général des partis. Mais c'est quoi? Sur quoi on débat au Parlement? Ça va être quoi? Quel texte? Ça, c'est au gouvernement de nous proposer un texte. La meilleure des solutions, c'était la réforme systémique, telle que l'avait proposée au départ, au tout début de son premier mandat, M. Macron. Oui. La réforme systémique aurait probablement mis tout le monde d'accord. Avec un système par points. Avec un système par points, 1 euro entraîne la même chose pour tout le monde. 1 euro déposé entraîne la même chose pour tout le monde. La réforme systémique a été abandonnée, je ne sais pas pourquoi. Il faut la relancer selon vous? Ou c'est trop tard? Non, je pense que ça a été abandonné parce que la situation politique ne le permettait plus. Maintenant, on est dans une réforme paramétrique. Si on reste dans la réforme paramétrique, c'est au gouvernement de nous proposer quelque chose. Si le gouvernement va aller au-delà, mais là, c'est plutôt maintenant le problème d'une élection présidentielle, c'est de proposer une réforme systémique, mais de la mettre en application ensuite, et pas d'attendre comme ça s'est fait par le dessus. On entend aussi chez les Républicains beaucoup de voix qui disent on ne peut pas rester uniquement avec un système par répartition, il faut introduire au moins une dose de capitalisation. Vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, complètement. Complètement. Mais alors, la capitalisation, je l'avais proposée au moment des discussions sur les retraites ici au Sénat. J'avais proposé à M. Dussopt, à l'époque qui était ministre chargé de la réforme, qu'on fasse une réforme par capitalisation, mais avec des fonds de pension garantis par l'État et avec obligation pour ces fonds de pension d'investir dans la santé, dans la prévention et dans la santé. Mais ça, ça n'a pas été retenu. Vous comprenez le choix de la gauche et particulièrement du Parti socialiste de vouloir censurer le gouvernement là-dessus? J'ai jamais compris la gauche. Donc vous ne comprenez pas ce choix non plus? Non. Je ne comprends pas ce choix parce que pour moi, c'est un choix politique, plus qu'un choix, c'est un choix partisan. Alors, on va voir si vous comprenez mieux les députés LR. Les députés, dans leur ensemble, qui ont rejeté hier la loi Grémillet sur la trajectoire énergétique de la France. Le texte a été remanié par le RN et par les LR, qui ont notamment voté un moratoire sur le solaire et l'éolien. Ça n'a pas plu, notamment au rapporteur du texte, Antoine Armand, qui s'y est opposé. Il déplore un recul de l'écologie. On va l'écouter. Force est de constater qu'aujourd'hui, il y a un certain backlash écologique et qu'il est de bon ton de cracher sur l'écologie. Il est de bon ton de faire comme si on n'était pas concerné par la transition écologique, pas concerné par ce qu'on respire quand on habite dans une grande agglomération, pas concerné par ce qu'on mange et par ce qu'on voit et par ce qu'on boit. Ça ne peut pas être l'horizon de la politique française des 20 prochaines années. Et avec le groupe EPR, avec Gabriel Attal, nous nous battons résolument sur chaque texte pour que ce ne soit pas le cas. Les LR, ils sont quand même visés par ces propos. Ils participent au recul de l'écologie, selon vous? Les députés, oui. Ben, c'est clair qu'ils l'ont fait, là, clairement. J'ai discuté hier soir avec M. Grémillet, qui est l'auteur de la proposition de loi. Lui-même ne comprend pas le moratoire. Il ne comprend pas que des députés LR ont voté ce moratoire alors que la PPL venait des sénateurs LR. Ça veut dire que les sénateurs LR vont revenir sur ce qu'ont voté les députés LR? Ça veut dire qu'on ne peut pas accepter un moratoire sur une proposition de loi qui mettait en avant le nucléaire, en sachant quand même que pour mettre en place le nucléaire, il faut quand même une vingtaine d'années pour mettre en place tout ce que proposait Daniel Grémillet, qui proposait évidemment l'éolien et le solaire, mais dans certaines conditions, en particulier sur les toits. J'avais à l'époque du Fonds vert, je ne sais pas ce qui est devenu celui-là, j'avais à l'époque du Fonds vert proposé qu'on mette des panneaux solaires sur les toits des hôpitaux. Vous savez que je préside la FHF-PACA, sur les toits des hôpitaux, avec un usage personnalisé de cette énergie nouvelle. Bon, c'est parti dans les oubliettes, c'est dommage. Mais donc, on ne peut pas mettre des panneaux solaires n'importe où pour détruire le paysage. Daniel Grémillet proposait les hydroliennes, Daniel Grémillet proposait l'hydraulique. L'hydraulique, ça permet au moins de faire des choses intéressantes. Bon, après, on n'a pas non plus regardé la consommation. Comment les Français consomment l'électricité? Est-ce que les heures creuses doivent toujours être la nuit, alors qu'ils ne consomment pas d'électricité? Plutôt peut-être l'après-midi, ou l'après-midi, justement, on a l'éolien, on a le solaire, qui peuvent entraîner de l'énergie, pas gratuite, mais à des prix raisonnables. Donc il y a tous ces travaux-là qui avaient été faits par M. Grémillet, qui, par le moratoire, sont tombés dans les... Et donc vous allez revenir dessus ici au Sénat. Je reviendrai sur le sujet parce que ça me semble important
D'abord, M. Grimmy a fait un travail énorme, il a fait un travail de respect de l'énergie, de respect des citoyens. Le moratoire ne respecte pas le travail fait. Il y a plusieurs sujets qui divisent aujourd'hui les LR et le reste du camp macroniste. Il y a la loi Grimmy, il y a la loi simplification avec la suppression des ZFE, et puis il y a PLM, Paris, Lyon, Marseille. Échec hier de la commission mixte paritaire. Le gouvernement semble avoir l'intention de donner le dernier mot à l'Assemblée après des nouvelles lectures dans chaque chambre. Est-ce que ce serait une très mauvaise manière faite au Sénat? Est-ce que François Bayrou risque de perdre l'appui de la majorité sénatoriale s'il fait ça? Le Sénat, c'est quand même l'Assemblée des territoires. Et jusqu'à présent, tout ce qui concernait les territoires passait en dernier au Sénat. Donc là, faire passer ça à l'Assemblée nationale me semble être une mauvaise manière faite en effet au Sénat. Deuxième point, ce que j'ai dit hier, c'est que PLM, ça ne veut plus dire grand-chose maintenant. Parce que Lyon n'est plus la 3e ville de France. C'est la 4e. C'est Toulouse maintenant, la 3e ville de France. Et à Toulouse, les élections se font d'une manière totalement différente de celle de Lyon. Donc, il fait de la réflexion n'est pas aboutie. En plus de ça, mettre en place une loi à 9 mois des élections municipales, ça donne l'effet d'une magouille. Mais s'il ne tient pas compte du refus du Sénat, il perd le soutien de la majorité sénatoriale, François Bayrou? Sur des sujets comme celui-là, oui, certainement. Sur des sujets comme celui-là. Après, je vous rappelle quand même que la majorité sénatoriale, et le Sénat en général d'ailleurs, essayent de travailler dans l'intérêt des Françaises et des Français. Donc s'il y a d'autres lois qui nous semblent être dans l'intérêt des Françaises et des Français, nous les voterons, bien sûr. On va parler justement d'une autre loi, un gros texte qui attend le Sénat à la rentrée, c'est celui sur la fin de vie. Les sénateurs ont déjà commencé leurs travaux, vous avez commencé les auditions et hier vous avez auditionné l'un des auteurs de la précédente loi, c'est Alain Claes. On va revenir sur les temps forts de cette audition avec Stéphane Duguet. Bonjour Stéphane. Bonjour Oriane, bonjour Monsieur Milon. Bonjour. Et le le Sénat qui poursuit donc ses auditions sur les deux textes fin de vie, un sur l'aide à mourir, l'autre sur les soins palliatifs. Et hier, la commission recevait justement l'ancien député socialiste Alain Claes. Oui, Alain Claes, pardon. 2 semaines après, Jean Leonetti, parce qu'en fait, les deux hommes politiques ont écrit ensemble le dernier texte qui régit la fin de vie en France. Elle porte leur nom, la loi Claes-Leonetti, qui date de 2016. Ce texte prévoyait notamment la possibilité pour le malade de demander une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience jusqu'au décès. Dans un cadre très précis, il faut que le patient soit atteint d'une affection grave et incurable, et cela ne concerne que les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme. Une loi qui ne règle malgré tout pas tout. Écoutez Alain Claes. Moi, je suis heureux qu'on ait pu faire cette loi de 2016, mais je pense qu'il ne faut pas lui faire dire plus qu'elle en dit. Et quand j'entends des personnes qui sont hostiles, et c'est normal, à cette nouvelle proposition de loi en disant la loi de 2016 est parfaite, je m'interroge. Elle n'est pas suffisamment appliquée, c'est le premier constat. Et deuxième constat, elle n'aborde pas l'ensemble des sujets. Et le contenu de cette loi va donc être complété par les deux textes en discussion au Parlement. Oui, il y a donc 2 textes. Un texte qui ne concerne que les soins palliatifs et un autre plus spécifiquement sur l'aide à mourir. Les 2 propositions de loi ont été adoptées à l'Assemblée nationale le 27 mai. Elles seront discutées au Sénat à l'automne. L'évolution qu'apporte le texte sur l'aide à mourir, c'est l'administration d'une substance létale pour un malade dans des conditions très précises. Oriane, il y a 5 critères: avoir au moins 18 ans, être de nationalité française et pour les étrangers habiter en France de manière stable, être capable de manifester sa volonté de façon libre et éclairée, avoir déclaré une maladie grave et incurable qui engage son pronostic vital en phase avancée ou terminale. Et puis enfin, dernier critère, présenter une souffrance physique et psychologique réfractaire ou insupportable. 5 critères accompagnés d'un délai de réflexion de plusieurs semaines pendant lequel le malade peut finalement renoncer à obtenir, ou en tout cas à bénéficier de l'aide à mourir. Hier, pendant l'audition, Monsieur Milon, vous avez dit que la loi de 2016 était une loi pour les personnes qui vont mourir et pas une loi pour les personnes qui veulent mourir. Oui. Une remarque qui a fait réagir Alain Claes. Je pense que dans les 2 cas, 2016 et 2025, nous abordons ce difficile sujet pour des personnes qui vont mourir. Et ce que je vous disais tout à l'heure, la mort est là. Quel est le chemin le moins pire
pour la personne. Monsieur Milon, vous êtes donc médecin de profession. Vous étiez hier à cette audition de Alain Claes à la Commission des Affaires sociales. Vous avez entendu sa réponse. Qu'est-ce que vous pensez de cette réponce? Est-ce que pour vous, sa démonstration est convaincante? Non, pas du tout. Ouais, au moins c'est clair. Non, pas du tout. Je rappelle que cette phrase, la loi Claes-Leonetti est faite pour des personnes qui vont mourir et non pas pour des personnes qui veulent mourir. C'est une phrase qui avait été dite à l'époque par le rapporteur Michel Amiel avec l'accord de Claes. À l'époque, M. Claes n'était pas intervenu pour dire de toute façon, vous allez mourir, je vais mourir, on va tous mourir. Donc, si on le prend dans le sens général, tout le monde va mourir. Le problème, c'est que la loi Claes-Leonetti était spécifique pour les personnes en fin de vie, pour lesquelles donc il y avait pas mal de conditions à mettre en place pour faire la sédation. La loi nouvelle est séparée en deux, vous l'avez dit. Il y a d'un côté les soins palliatifs, de l'autre côté l'aide active à mourir. Bon, d'abord pour ce qui est des soins palliatifs, je pense qu'il est intéressant de revenir sur le sujet, parce que d'abord il y a pas mal de départements qui ne sont pas encore fournis en équipe de soins palliatifs, parce qu'ensuite les médecins ne sont pas véritablement formés dans le cadre de leurs études aux soins palliatifs, et parce qu'enfin, les soins palliatifs, généralement, n'interviennent que dans la fin d'un parcours de soins, et il est dommage que les soins palliatifs n'interviennent pas dès le diagnostic d'une maladie. Quelle que soit la maladie, évidemment une maladie grave, genre cancer ou genre maladie neurodégénérative, pour ne pas citer de nom. Et donc, s'il y avait des soins palliatifs qui arrivaient dès le début, avec un accompagnement du patient jusqu'à la fin, accompagnement en palliatif, accompagnement curatif et palliatif ensemble, je pense qu'on aurait beaucoup moins de difficultés sur des sujets comme celui de l'aide active à mourir par la suite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc, il faut mettre évidemment les financements nécessaires pour avoir ces soins palliatifs. C'est le sujet de mes collègues rapporteurs, Mme Guidez et Mme Lassarade. Pour ce qui est de l'aide active à mourir, c'est un euphémisme. C'est un euphémisme, je l'ai dit hier, je le redis aujourd'hui, c'est un euphémisme sur, en fait, l'euthanasie et sur le suicide assisté. Qu'on le veuille ou non, l'aide active à mourir, c'est ou du suicide assisté ou de l'euthanasie. Et je considère, pour l'instant, je verrai l'ensemble des auditions, mais déjà, tous mes collègues médecins en soins palliatifs, la quasi-totalité, disent qu'ils arrivent régulièrement en soins palliatifs à faire en sorte que pratiquement aucun patient ne demande la mort. Ça, c'est le premier point. Et donc, on les accompagne jusqu'au bout. Ensuite, pour moi, dès qu'on aura mis en place cette aide active à mourir, avec toutes les conditions, et on pourrait en ajouter d'autres, bien sûr, mise en place, c'est le pied mis dans la porte entrouverte. Et à un moment ou à un autre, elle s'ouvrira complètement. Pour vous, c'est les 5 critères que j'évoquais pendant la chronique. Est-ce qu'il faut les modifier ou est-ce qu'on peut les laisser en l'état? Qu'est-ce que vous pensez de ces critères? Il faudra... Ils sont bons, mais pas suffisants. Il faudra probablement en ajouter d'autres. Par exemple... Lesquels? Par exemple, dans le texte, il est dit que c'est le médecin traitant qui, avec la discussion, etc., prend la décision. Je regrette, mais le médecin traitant, si c'est un médecin généraliste, n'est pas formé en matière de psychiatrie, en matière de soins palliatifs. Donc il faut une équipe médicale, avec peut-être un médecin psychiatre, peut-être un médecin spécialiste en soins palliatifs, de manière à ce que, au bout du compte, on puisse proposer aux patients d'autre chose que la mort. La mort viendra de toute façon, mais de proposer autre chose que la mort. Et là, cette équipe médicale, elle n'est pas constituée dans le texte de loi. Il faudra peut-être la constituer. Psychiatre, médecin en soins palliatifs, infirmier, enfin je ne sais pas. Ça, on verra au fur et à mesure. Enfin, si je sais, mais on verra avec la discussion comment tout ça se passera. Mais il est vraiment nécessaire de faire en sorte de border au maximum l'ensemble de cette loi, si cette loi passe. Ce qui n'est pas sûr. Dans le texte, il y a Je voudrais aussi rappeler, pardon, oui. Excusez-moi, c'est pas un texte qui est en procédure d'urgence. Hein. C'est peut-être important pour nos auditeurs, mais c'est un texte qui aura 2 lectures. Une lecture au Sénat, une première lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat, une deuxième lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat, et ensuite le texte voté définitivement. Ça veut dire aussi que dans les délais impartis, il y a pas mal d'élections qui vont arriver là-dedans.
On va revenir là-dessus. Juste un mot sur le délit d'entrave, Stéphane. Oui, les députés ont aligné le délit d'entrave à l'aide à mourir sur celui qui existe aujourd'hui pour l'interruption volontaire de grossesse, c'est-à-dire jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qu'il faut modifier ou laisser en l'état? En tout cas, dans l'IVG, le premier texte mettait en place les clauses de conscience et le délit d'entrave. Les textes suivants ont adapté le délit d'entrave, c'est-à-dire que le médecin qui est opposé doit orienter sa patiente, donc là son patient, vers un médecin qui serait d'accord. Donc il faut qu'on revoie le texte à ce niveau-là. Sur le délit d'entrave, moi je ne suis pas d'accord sur le délit d'entrave tel qu'il est mis en place maintenant, et je ne suis pas d'accord non plus sur la clause de conscience. La clause de conscience doit être mise pour les médecins, mais également pour les pharmaciens et pour les professionnels de santé. Elle n'est pas mise en place pour les autres professionnels de santé, et c'est bien dommage quelque part. Un dernier mot, vous dites qu'il y aura des élections pendant la période, dont des élections sénatoriales. Et on sait que les Français y sont favorables, majoritairement, à ce texte. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura des bougées chez les sénateurs LR et qu'ils pourraient finir par être votés? J'en sais rien, on verra. Mais c'est ce que j'ai dit aussi. On a le sentiment que déjà après l'examen au Sénat, il y a eu quelques bougées. Les sénateurs sont un peu plus favorables qu'avant à ce texte. Même dans le monde médical d'ailleurs. L'opinion publique était fortement opposée à l'institution de l'IVG. Elle a été mise en place et c'est une bonne chose. L'opinion publique était fortement opposée à l'abolition de la peine de mort. Elle l'est toujours un peu d'ailleurs actuellement. Et elle a été mise en place, c'est une bonne chose. L'opinion publique était, vous vous en souvenez, on a travaillé ensemble sur le sujet, opposée au mariage pour tous. Et puis ça a été mis en place et c'est passé comme une lettre à la poste. Alors moi, l'opinion publique, tout le temps qu'elle n'est pas complètement informée sur les sujets, elle peut avoir des opinions qui ne sont pas obligatoirement celles qui pourraient être mises en place dans le temps. C'est vrai qu'à 30 ans ou à 40 ans, vous êtes jeune, donc à votre âge, vous vous dites « ouais, c'est bien, moi je ne veux pas souffrir ». Et quand on pose des questions comme ça aux gens, est-ce que vous accepteriez, en étant malade, de souffrir? Vous allez me dire non, c'est normal. Et on vous dit, si vous souffrez trop et qu'on vous propose de mourir, vous allez me dire oui. Mais si je vous dis, si vous souffrez trop et si on vous propose des traitements qui vous permettront de plus souffrir, vous allez toujours me demander la mort? On suivra évidemment l'examen de ce texte, ce sera à l'automne, à la rentrée parlementaire. Stéphane, on se retrouve dans une demi-heure? Oui, pour parler des tensions qui s'accumulent dans le bloc central avec, dernier exemple en date, l'échec de la commission mixte paritaire sur la réforme du mode de scrutin Paris-Lyon-Marseille. Allez, ce sera à suivre dans le club. On va terminer par l'actualité dans votre région. Maintenant, Alain Milon, on retrouve Guilhem Ricavi. Bonjour Guilhem, merci beaucoup d'être avec nos directeurs délégués de Var Matin. Guilhem, le Sénat qui examine en ce moment un texte sur les JO 2030, JO d'hiver qui auront lieu dans les Alpes françaises, et vous vouliez interroger le sénateur à ce sujet. Oui, bonjour. Effectivement, j'ai une question, monsieur le sénateur, sur ces JO. Vous avez hier débattu de la simplification des textes pour faciliter le déroulement de ces épreuves en 2030 ici dans la région. Ça avait été la même chose l'an dernier à Paris. Il y a des voix ici dans la région sud qui s'inquiètent de la tenue de ces Jeux Olympiques en disant, dans le contexte de réchauffement climatique que l'on connaît, est-ce que c'est vraiment opportun d'organiser une telle épreuve? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est plutôt bien de le faire? Est-ce qu'on peut faire des JO propres cette fois-ci dans les Alpes du Sud? Écoutez, si je me souviens bien, quand on a proposé l'organisation des JO sur Paris, c'était pas le problème du climat à l'époque, c'était le problème de l'insécurité. On avait dit qu'on n'arriverait pas à régler les problèmes de sécurité et que les JO seraient une catastrophe. Alors il semblerait, vous l'avez vu comme moi, il semblerait que ces JO parisiens ont été peut-être ceux qui ont eu le plus de succès mondial, et puis avec en plus un bénéfice financier, semble-t-il, à la fin. Donc moi, les deux présidents de région, M. Wauquiez et M. Muselier, se sont entendus pour essayer de mettre en place des Jeux Olympiques dans deux régions qui, économiquement, ont besoin de ces JO pour se faire connaître dans le monde. Après, bien évidemment, les problèmes climatiques sont des problèmes qui m'inquiètent moi aussi, mais j'espère que les gens qui ont la responsabilité de mettre en place ces Jeux Olympiques trouveront des solutions les plus adaptées possibles au respect du climat. Mais je ne peux pas aller au-delà de la réponse parce que c'est pas bon. Mais je considère quand même que c'est pour notre région, en tout cas, le Vaucluse n'est pas directement concerné, le Var non plus d'ailleurs, mais les Alpes de Haute-Provence sont concernées et j'espère que pour ces régions-là, pour ces départements-là, ce sera quelque chose de bénéfique. Autre question sur le climat, Guilhem.
Oui, effectivement, vous êtes vous-même élu dans un département très agricole, très rural. Et là aussi, on peut voir dans plusieurs départements de la région l'inquiétude parfois des agriculteurs, des producteurs qui s'inquiètent des montées des températures. On voit les viticulteurs dans le Var, mais on peut imaginer que les producteurs de fruits et légumes du Vaucluse aient des inquiétudes. On leur dit quoi à ces agriculteurs sur ce qu'on peut faire pour éviter effectivement les menaces sur leur activité? Il nous reste 30 secondes, Alain Milon. 30 secondes. Ça va être compliqué de vous répondre en 30 secondes. Dans le Vaucluse, moi je me souviens à l'époque, quand l'Espagne est rentrée dans ce qu'on appelait à l'époque le marché commun, les cultivateurs de fraises étaient particulièrement inquiets et ils nous disaient on va crever, on va mourir. C'est vrai que certains, malheureusement, sont disparus. D'autres se sont adaptés et ont fait des produits de grande qualité qui maintenant se vendent bien sur l'ensemble du marché national. Alors, le climat, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le Vaucluse est moins concerné peut-être que le Var, parce que nous, on a encore beaucoup d'eau, en particulier beaucoup d'eau souterraine. Et actuellement, on est en train de travailler sur l'irrigation et sur la façon dont on pourrait amener l'eau sur l'ensemble des champs. Le sujet, moi, qui me semble le plus important, c'est plus encore les produits phytosanitaires. L'utilisation des produits phytosanitaires est interdite en France. Je pense que pour l'environnement, ça peut être une bonne chose. Mais pour l'économie, actuellement, les produits phytosanitaires sont interdits en France et autorisés en Espagne, autorisés en Turquie, etc. Et des produits donc traités par ces produits phytosanitaires arrivent en France. Nos consommateurs ne mangent plus les produits français parce que trop chers et ils mangent des produits étrangers qui, eux, sont imbibés de produits phytosanitaires. C'est un vrai sujet, ça, sur lequel il faudra qu'on se penche beaucoup plus, peut-être en interdisant carrément l'importation de ces produits. Et merci beaucoup Alain Milon. Pardon. Et on remercie Guilhem. Merci Guilhem d'avoir été avec nous au chevet des abeilles. C'est à la une de Var Matin ce matin. Merci beaucoup Guilhem. Merci Alain Milon d'avoir été avec nous et à très vite. On va revenir sur le conflit entre Israël et l'Iran tout de suite avec Bruno Tertrais qui nous rejoint.